d'abord, merci aux organisatrices pour cette invitation. On a pris date il y a un certain temps maintenant et je suis contente d'être auprès de vous aujourd'hui pour parler donc de nos manières de compter, périls économiques, écologiques et démocratiques. Et vous avez là qui s'affiche le résumé de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Alors, donc je suis philosophe. Mon travail s'inspire des manières de faire qui étaient très banales au XVIIe siècle, où un philosophe, je pense à Descartes ou Pascal, pour citer les plus connus, il était aussi mathématicien, ils étaient aussi physiciens. Il s'inspire aussi du travail, je vais vous parler plusieurs fois de Ludwig Wittgenstein, qui est un grand philosophe du XXe siècle, qui était aussi ingénieur et aussi architecte. Et moi, je suis aussi économiste, comptable et statisticienne parce que c'est bien d'avoir aussi un pied dans le monde réel quand on fait de la philosophie. En tout cas, c'est à ce type-là de philosophie que je me rattache. Et donc, je suis, pour dire un dernier petit point de présentation, mon laboratoire de rattachement, c'est le laboratoire d'anthropologie politique, où je dirige un petit centre qui s'appelle le laboratoire d'anthropologie critique interdisciplinaire, qui a été fondé par Barthes et qui a été dirigé longtemps par Edgar Morin. C'est-à-dire qu'à l'École des hautes études, donc c'est à Paris, on a une longue tradition de réflexion sur la société dont notre labo est héritière et qu'elle essaye de porter dans une forme de diversité. Et je suis très contente d'être ici avec vous pour un événement qui mêle tech, diversité et responsabilité éthique. Alors, j'ai prévu de vous parler de 4 points, si la zapette veut bien arriver. Voilà. Mon premier point, ce sera pour vous parler de ce que j'appelle un nouveau problème paradigmatique, le problème des faits et des chiffres. Dans les années 60, paraissent 2 livres. Dans l'ordre chronologique, Le mot et la chose de Willard Quine. Et ensuite, Les mots et les choses de Michel Foucault. Le deuxième vous est sans doute au moins familier de titre, qui réunissent les 2 courants rivaux de la philosophie critique continentale et la philosophie analytique anglo-saxonne, autour du même problème, qui apparaît comme le problème paradigmatique, c'est-à-dire le problème central de la philosophie au XXe siècle. C'est est-ce que les mots décrivent bien ce qui se passe? Quel est le rapport entre le mot et la chose, le mot et l'objet, entre les mots et les choses? Et ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est dans quelle mesure ce problème s'est déplacé en un siècle pour être remplacé par un autre problème, paradigmatique lui aussi, qui est le problème du rapport entre les faits, ce qui se produit, les faits, parce qu'il n'y a pas que des choses dans le monde, et les chiffres. Parce que nous avons pris le pli de rendre compte de tout ce qui se passe, préférentiellement sous la forme de chiffres. Aristote, il avait retenu 10 catégories pour rendre compte de ce qui se produit. Il y avait bien sûr la quantité dedans, mais il y avait la qualité, il y avait la passion, il y avait la substance. Et aujourd'hui, on s'est mis en situation de rendre compte de toutes les qualifications des choses au travers de chiffres. On admet que vous avez de la douleur, mais votre médecin, pour savoir si vous avez de la douleur, il va vous dire quoi? Comme pouvez-vous me qualifier votre douleur sur une échelle de 1 à 10? Donc, on ramène tout à la quantité pour arriver à décrire. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, on est passé dans un monde où les chiffres sont ce qui nous permet d'accéder à tout ce qui se produit, y compris dans la démocratie, sans même en venir à la question des sondages. C'est le décompte des suffrages qui détermine l'orientation retenue en cas de démocratie directe ou la représentation élue en cas de démocratie représentative. Même dans la démocratie, le principe, c'est on va compter vos voix.
Donc c'est un mouvement profond, celui de la quantification, du recours aux chiffres. Alors pourquoi ce mouvement s'est imposé? Pourquoi ce langage dominant s'est imposé? Parce qu'on lui prête immédiateté, objectivité et précision. Bref, tout ce qui fait un peu la vérité. Bon, ça s'appuie sur la mathématique du mouvement, calcul des probabilités qui sont inventées toutes les deux au XVIIe siècle. Et Durkheim, quand il écrit ses règles de la méthode sociologique, il en valide l'usage pour les sciences humaines quand il nous dit la première règle de la sociologie, c'est de considérer les faits sociaux comme des choses, c'est-à-dire comme des datas. Ça vous dit quelque chose, je pense, les datas. Et depuis les années 50, avec l'informatique, puis les réseaux, on a un appareil calculatoire d'une puissance, d'une profondeur et qui présente des ramifications totalement inégalées. Donc, ce faisant, les chiffres, ce n'est pas seulement une grille de lecture du monde, mais ils ont aussi un effet performatif. Et je vous ai mis une citation de Wittgenstein. Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde. Les limites de mes chiffres signifient les limites de mon propre monde. Par exemple, quand un expert comptable arrête des comptes, ben, il établit bien les résultats de l'entreprise. Et les chiffres constituent ainsi l'assise privilégiée pour prendre des décisions et qui façonnent notre monde. Je pense que vous avez parlé, je crois, ce matin des indicateurs de performance. C'est aussi un des exemples dans lesquels on a des chiffres qui nous gouvernent. Évidemment, il y a eu la période de la Covid où ça s'est illustré de façon totalement inédite à l'aune de l'histoire, où c'était en fonction de l'égrenage quotidien du nombre de décès ou de nouveaux cas que nos libertés étaient plus ou moins entravées ou élargies, ou remises à la normale. Donc, pour revenir sur la question des mots et des choses, Michel Foucault, dans Les mots et les choses, il dit depuis le 19e, 18e siècle, l'histoire est celle d'une démathématisation de l'univers. Humaine. Je ne suis pas sûre qu'on puisse le suivre dans ce diagnostic-là. Moi, j'aurais plutôt un diagnostic inverse qui consiste à dire que dans des sociétés, c'est un point un petit peu fin, dans des sociétés qui ne sont plus des sociétés de lignage ou des sociétés de royauté, de droit divin, eh bien, l'idée d'opérer selon les règles les plus objectives possibles prend le devant. Et les chiffres, la quantification, sont ce par quoi ceci se manifeste aujourd'hui. Mais l'un des problèmes par rapport à cette promesse égalitaire qu'il y a dans la quantification, dans le décompte, est que le langage des chiffres, celui du statisticien, de l'économiste, de l'expert comptable, il a d'abord une particularité par rapport à la langue naturelle, c'est qu'il est profondément asymétrique entre des énonciateurs, les statisticiens, les économistes, et puis les récepteurs qui, la plupart du temps, que nous sommes, ne sont pas en situation de comprendre réellement ce qui est exposé. Alors ça a un nom, ça, et c'est un sujet dont on parle régulièrement avec Éric Guichard, c'est on n'est pas des analphabètes des chiffres, on sait les lire, mais des illettrés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas reproduire et produire nous-mêmes des chiffres. La plupart des chiffres qui nous sont, en tout cas, donnés dans l'espace public. Et ça, c'est déjà une première question démocratique, un premier péril démocratique, c'est quid d'une société dans laquelle le langage dominant n'est parlé de façon fluide que par une minorité et reçu de façon passive par la majorité. Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, voilà, c'est, je reviens à Wittgenstein, la tâche du philosophe, c'est d'essayer d'écarter des malentendus dans l'usage des mots, dans l'usage du langage,
Et moi, je vais vous parler de comment on peut écarter un certain nombre de malentendus, en tout cas des malentendus et des inférences trompeuses qui existent, y compris dans l'étage le plus banal du monde du chiffre, qui est celui de la description. Simplement décrire ce qui se produit en économie. Et au travers d'un exemple simple, qui est celui du chômage. Pour montrer que, pour pointer du doigt un certain nombre de problèmes associés à ce langage, l'usage massif de ce langage dominant. Alors, le taux de chômage des jeunes. Vous êtes en moyenne habitué à ce qu'on vous dise le taux de chômage des jeunes, c'est 20%. Ou c'est 15% dans les très bonnes années, c'est-à-dire un jeune sur 5 qui est en chômage, un 15-25 ans qui est au chômage sur 5, ce qui est terrifiant. Mais sauf que c'est pas du tout ça que ça veut dire, ce chiffre. Tout l'INSEE le sait parfaitement, les producteurs de statistiques le savent parfaitement, mais on n'est pas assez clair dans la manière dont on vous le dit dans le débat public. Ce que veut dire le taux de chômage des jeunes, c'est le nombre de jeunes qui sont au chômage par rapport aux jeunes qui sont sur le marché du travail. Or, en moyenne, il y a un jeune sur 3 qui est sur le marché du travail. Les 2 tiers des jeunes, ils font des études des 15-25 ans. Donc, s'il y a 20% des jeunes qui sont actifs, qui sont au chômage, ça représente 3 fois moins de jeunes en totalité qui sont au chômage. Donc, il y a 7% de jeunes de 15-25 ans au chômage en France. C'est tout à fait... Enfin, je veux dire, personne ne peut mettre en doute ce que je vous dis. Simplement, il y a une question qui est que, d'une part, la plupart du temps, vous n'êtes pas conscient de ça. Alors, avec un problème, du coup, pour les instituts statistiques. Pourquoi est-ce qu'on ne présente pas ça de façon plus adroite, plus juste? Et ensuite, ça a des effets. D'abord parce que les politiques publiques, j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé au ministère des Finances, aussi à la Cour des comptes. Les gens qui font les politiques publiques ne le savent pas nécessairement, tout ça. Donc, ils peuvent mal penser les politiques publiques. Et puis, les familles et les jeunes, eh ben, ils raisonnent par rapport à un univers dans lequel ils pensent qu'un jeune sur 5 est au chômage. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, on élargit un peu les conventions de calcul du chômage. Pour arriver à dire quel est le taux de chômage en France ou ailleurs, il faut arriver à savoir ce que c'est qu'un chômeur, décompter les chômeurs et puis les rapporter à la population active. Ben, les 3 opérations sont difficiles. Définir ce que c'est un chômeur. Ce qu'est un chômeur, c'est le Bureau international du travail qui donne une définition. Il y a tout un tas de subtilités sur qu'est-ce qu'on retient comme critère pour savoir que vous recherchez activement un emploi. Décompter les chômeurs, c'est pas facile non plus. Parce que tous les chômeurs ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Et puis, 3e opération, les rapporter à la population active. Pour avoir un taux de chômage, il faut savoir quelle est la population active en totalité. Et bien ça, jusqu'à il y a peu longtemps, on le savait une fois tous les 5 ans, quand on faisait le recensement. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a tout un appareil de convention qui nous ramène à la question du langage, une grammaire et un vocabulaire, un appareil de définition qui est nécessaire pour produire des chiffres. Ça ne veut pas dire que les chiffres sont faux. Ça veut dire que les chiffres reposent sur un appareil de convention qui peut être adapté ou qui peut l'être moins et qui change. Et là, je vous cite le dernier point, là, c'est la révision des normes de 2003. En 2003, en France, mais c'était un mouvement européen aussi, on a durci les conditions conventionnelles pour considérer qu'on était chômeur. Avant, pour aller vite, il suffisait d'être inscrit à ce qui était encore Pôle emploi, ou peut-être encore la NPE, et pas encore France Travail. Et on a décidé après qu'il fallait faire des démarches effectives pour aller chercher un emploi, pour être considéré comme chômeur. Ça a fait baisser le taux de chômage de 2 points en France. Donc, on est passé, je reprends, je ne sais pas par cœur le chiffre, on est passé, oui, on a baissé de 2 points. Du coup, depuis, on est plus vers les 7% de taux de chômage. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est que l'INSEE a recalculé le chômage avec ces
nouvelle convention pour toute la période passée. Et du coup, aujourd'hui, dans les statistiques publiques, le taux de chômage des années 80 et 90, il est à 8-9%. Moi, qui étais jeune à cette époque-là, je peux vous dire que le taux de chômage à l'époque, dans les statistiques publiques, il était à 11-12%. Donc, non seulement on réécrit le présent, mais on réécrit aussi le passé. Pas de façon... c'est pas, je ne dis pas que la nouvelle convention est moins bonne que l'ancienne. Je ne dis pas qu'elle est meilleure. Simplement, il y a, vous voyez, il y a du savoir-faire et il y a des savoirs qui sont mobilisés, qui ne sont pas nécessairement suffisamment partagés. Alors, j'en viens à mon troisième point, qui est malaise dans la projection spatio-temporelle. Donc là, on va se projeter vers le futur. Et on va parler de la croissance, qui est le sujet le plus où les malentendus sont les plus profonds, les plus enracinés. Je vais vous parler de la question de la croissance dans le temps et la question de la croissance dans l'espace. Qui constitue un vrai nœud d'incompréhension tenace, emblématique. La croissance, elle se compose dans le temps et s'entend après prise en compte de l'inflation. Donc, quand dans son rapport, Jacques Attali nous disait en 2007, il faut que la France ait une croissance de 5% par an. En fait, il nous disait qu'il fallait que la richesse de la France double en 15 ans et qu'elle triple en 22 ans. Et on voit tout de suite, sur un horizon de cycle de vie, c'est 70 ans, ce que ça fait, on est sur des choses qui sont totalement insoutenables. Pourtant, les politiques cherchent à avoir 5% de croissance. Et quand on a 1% de croissance, on n'est pas content. Or, 1% de croissance, c'est la courbe du bas. En 70 ans, vous doublez votre richesse après inflation. Et c'est ce qui s'est produit pendant la première révolution industrielle, 1770-1870. Si vous êtes à 2,5%, vous voyez, vous êtes déjà dans quelque chose d'assez peu soutenable. Donc là, c'est la première question que je voulais voir avec vous, c'est dans quel temps on se projette? Si vous projetez à une année, effectivement, 1% de croissance, ça ne vous paraît rien. Mais à l'horizon d'une vie, 1% de croissance, c'est vous doublez. Une vie courte pour aujourd'hui, 70 ans. Et on va vous dire, oui, il faut se comparer avec les 30 glorieuses, on a eu beaucoup. Mais pendant les 30 glorieuses, on a eu beaucoup parce que le PIB, en 45, il était à 40% du niveau du PIB en 39, parce qu'il y avait eu la guerre entre-temps. Et il a beaucoup augmenté aussi le PIB parce que ce qui s'est produit dans les années 50-60, c'est que les femmes sont entrées dans l'économie, sur le marché du travail. Avant, elles étaient plus massivement au foyer. Et donc, ça a fait rentrer dans le champ économique un certain nombre d'activités. Donc, on n'a aucune raison aujourd'hui d'avoir le même mouvement. Il n'y a pas eu de guerre en France et il n'y a pas une population représentant la moitié de la population active potentielle qui va rentrer sur le marché du travail. J'en viens à mon deuxième problème sur la croissance qui est peut-être encore plus embêtant. Et pourtant, le précédent l'était. C'est celui de banniment des taux de croissance dans l'espace. Parce que 1% de croissance, quand vous êtes très riche et quand vous n'êtes pas riche, ça ne fait pas la même chose. Et quand on ramène tout au taux de croissance, c'est 2019 là. Alors, on va vous dire, en taux de croissance, l'Éthiopie a fait des magnifiques performances. Ils ont fait 6,8% de croissance. Mais sauf que vous regardez la richesse de l'Éthiopie, leur 6,8% de croissance, ça a rapporté 8 dollars par Éthiopien, entre guillemets, par résident. La Chine a fait 6,6% de croissance. Ça a rapporté 100 pour un habitant. Nous, on a fait 1,7%. C'est pas bien du tout, mais regardez, ça nous fait 415. Ça nous fait 20 fois plus que l'Éthiopie. Non, je me trompe. 50 fois plus. Donc, on ferait mieux de raisonner différemment. Si on vous présentait
c'est une histoire de présentation hein, jusqu'à présent. Si on vous présentait les statistiques en disant la France a gagné 415 $ par habitant cette année, l'Éthiopie 8. C'est les mêmes statistiques qui sont derrière. Mais évidemment, vous ne lisez pas le monde de la même manière et vous n'avez pas les mêmes politiques publiques. Et là, je ne suis pas encore rentrée dans le sujet qui est qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce qu'il faut refaire les comptes? Ce qui est mon dernier point. Mais là, c'est la même chose, les mêmes chiffres de base, mais présentés d'une façon qui se rapporte plus aux populations et au temps long. Et on voit que notre histoire de déclin se lit très différemment. Que nos raisons d'être très malheureux sont bien amenuisées. Voilà. Alors, comme le temps passe, je vais devoir aller assez vite sur mon dernier point, mais les chiffres ne sont pas les nombres. On peut aussi aller au-delà de ces questions de comment on présente les mêmes statistiques. Mais une chose sur laquelle je voudrais insister avant, c'est que, vous voyez bien, avec tout ce qu'on a regardé comme sujet, on n'est pas dans du 1 + 1 = 2. On est dans, il faut aller chercher un chiffre, des données, faire des enquêtes. Et donc, on est devant des ontologies, on appelle ça des ontologies, mais je crois qu'en informatique, vous utilisez aussi beaucoup le terme d'ontologie, des objets qui sont de nature différente entre le nombre et le chiffre. En tout cas, il y a une confusion fort répandue entre les chiffres et les nombres dans le langage courant. Or, en philosophie, on est assez clair sur le fait que le chiffre, la quantification et la mathématique pure relèvent de sujets totalement différents parce que, alors, je renvoie à Descartes ou à Russell, ce n'est pas les mêmes concepts, ce n'est pas les mêmes outils qui sont mobilisés dans la science des nombres. Elle tire sa force du fait qu'elle n'a aucun rapport avec le réel. Les mathématiques, c'est puissant parce que ça ne se confronte pas au réel. Sa puissance, elle vient de là, les mathématiques. Alors que les chiffres, ils cherchent à rendre compte du réel. Et donc, vous avez peut-être entendu parler du chiffre et la gouvernance par les nombres d'Alain Suppiot. Moi, c'est une discussion que j'ai avec lui. Moi, je pense que c'est la gouvernance par les chiffres parce que la gouvernance par les nombres, c'est faux. C'est des chiffres qu'on a aujourd'hui. Il ne faudrait pas prêter aux chiffres, avec toutes leurs faiblesses qu'ils ont dans l'adhésion au réel, les qualités des nombres. Les nombres qui, chez Platon, ne valent que parce que c'est des entités éthérées qui n'ont aucun rapport avec le réel. Chez Descartes aussi, chez Russell aussi. On peut dire 2 + 2 = 4 avec certitude parce qu'on ne compte, c'est pas par rapport à 4 pommes. C'est dans un monde totalement conceptuel. Donc, on est dans un monde qui n'est pas celui de la mathématique pure avec les chiffres. On est dans le monde du réel. Et dans ce monde du réel-là, il peut y avoir, en dehors des problèmes de présentation que je vous ai évoqués dans les premiers points, des problèmes aussi de biais, de cadre de pensée, de biais de cadre de référence. Alors, je vais juste vous les citer parce que je ne veux pas dépasser sur mon horaire. Et vous renvoyez à peut-être des lectures, hein. Les normes de rapport au risque, ça c'est sur les marchés financiers. Il y a notamment Benoît Mandelbrot, le théoricien des fractales, qui s'est beaucoup intéressé à ce sujet-là. On utilise des mathématiques gaussiennes pour modéliser le risque sur les marchés financiers, alors qu'à l'évidence, le risque n'est pas gaussien sur les marchés financiers, il est bien plus élevé. Mais l'effet de tout ça, c'est qu'on a plus de gens qui vont investir sur les marchés financiers parce qu'on a une conception du risque bien plus réduite que le risque qu'on y prend. Le deuxième point, c'est un point sur lequel moi je suis très, très mobilisée, c'est le fait que dans les normes comptables, le travail n'est pas considéré comme une valeur, mais juste comme une charge, juste comme une dépense, alors qu'à l'évidence, on devrait considérer que c'est un investissement. Et donc le compter, je ne sais pas qu'on enlèverait des salaires, mais le compter comme un investissement, sujet sur lequel aussi il y a un certain nombre de débats aujourd'hui.
Et puis, le dernier sujet, les normes de décompte des voix électorales. L'Allemagne, proportionnelle intégrale. La France, scrutin de liste, scrutin uninominal à 2 tours de circonscription. Pour la même expression de suffrage, au premier, si vous portez sur les mêmes types de couleurs politiques, admettons, puisque c'est plutôt des couleurs politiques en Allemagne, hein, puisqu'on est en proportionnel, vous n'aurez pas du tout la même assemblée qui sera élue. Et donc pas du tout la même politique. Et par exemple, pas du tout les mêmes potentialités pour un groupe qui ne peut pas être majoritaire de prendre, le pouvoir. Donc là, s'il s'agit de lois, c'est des lois organiques qui définissent ce que sont les types de scrutin. Et on est dans une norme qui aujourd'hui est celle du scrutin par circonscription à 2 tours en France, qui produit un certain type de représentation. Les autres pays ont, enfin on est l'un des pays qui a l'un des rares pays qui continue à avoir ce type de scrutin-là, qui est réputé pour favoriser les notabilités. Donc, ce que je voulais dire avec la vérité de la norme établie et du décidable, c'est que il ne s'agit pas de dire que les chiffres ne produisent pas de vérité, que les chiffres sont faux. Il s'agit de dire qu'ils sont juste eu égard à un certain référentiel qui peut être adapté ou ne pas être adapté, et qui peut être amené à changer, et qu'une partie importante du choix démocratique, du décidable, ce que j'appelle le décidable, individuel et collectif, il est à voir au niveau de la manière dont on présente les chiffres, la manière dont les normes sont orientées, pour pouvoir ouvrir la voie à des comportements plus différents. Et je voudrais terminer sur ça. Le problème donc n'est pas de mettre de côté les chiffres, mais de se libérer de leur domination. C'est le dernier livre que j'ai fait sur ce sujet-là, 2022. Je vous ai mis, si vous voulez, ça c'est des articles, donc c'est plus court, sur d'autres sujets en référence. Et encore une fois, merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'avoir eu le temps, brièvement, hein, de vous expliquer quelques points sur les chiffres. Et j'espère que ça va amener à réfléchir.